Enchantée, moi c'est Marlène et bienvenue sur Magnetic Management, le podcast qui t'aide à développer tes compétences managériales, autrement dit à décortiquer le schmilblick des relations humaines au travail. Alors si tu as des gens sous ton aile ou que c'est ton ambition, ta curiosité sera nourrie. Et surtout, si tu aimes casser les codes et comprendre les paradoxes que soulève cette fonction, alors abonne-toi, ce podcast sera ton meilleur allié. Olivier est directeur des systèmes d'information au ministère des Armées. Comme il le dit, ce service est un peu le Orange de la Défense, ce cœur où on contrôle les communications entre les états-majors et les forces déployées en opération, et où on en assure surtout la sécurité. Petit, Olivier rêvait de devenir pilote de l'air, mais c'est dans la Marine nationale qu'il a passé le plus clair de son temps, jusqu'à devenir commandant. Ce qui m'a le plus marqué dans cet épisode, c'est cette audace qu'il a d'assumer sa vulnérabilité, car on l'est tous finalement, vulnérables. C'est ce qui fait notre part d'humanité. Et quand on dirige, de l'humanité, il en faut. Et c'est ça qui l'anime, voir l'évolution en chacun de ces hommes, transmettre, laisser une trace. Il aborde alors l'importance de commander avec ses pieds, dans le sens de se déplacer, de passer bien plus de temps avec ses hommes que derrière son ordinateur. Il évoque également ce point crucial de savoir quand rester à sa place et quand la prendre, cette place. Notamment lorsqu'on lui a confié de prendre la parole en conférence au sujet des attentats de 2015, discours qu'il a bien chamboulé. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Marlène. Alors nous sommes actuellement dans une enceinte militaire à proximité de Paris, où tu travailles dans la direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est tout à fait ça. Donc un service qui appartient concrètement au ministère des Armées, c'est tout bien à ça ? fait. Ok. Et d'après ce que j'ai compris, et bien sûr tu nous expliqueras plus en détail, c'est un petit peu le cœur du contrôle de l'ensemble des communications qui se font entre les états-majors et les forces déployées en opération, c'est ça ? En partie, mais en fait, il faut comprendre la DIRISI comme le Orange de la Défense. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qui est infrastructure. Et on met évidemment tous les moyens de communication à disposition des armées pour réussir leur mission. Ok. Avant de rentrer dans le détail, on va remonter un petit peu au début de ta carrière. Olivier, tu as baigné plus de 20 ans dans la Marine nationale, si je ne me trompe pas, et tu as commencé à l'école navale de Brest, en Bretagne. Qu'est-ce qui t'a porté à devenir un officier de la Marine nationale ? Ça remonte à très très loin en fait. J'avais plutôt une attirance pour l'aviation. Je voulais être pilote et j'ai à peu près fait toutes les possibilités offertes par les armées pour le devenir, et j'ai, au cours d'une de mes périodes au sein de la marine, vu la marine, mais pour le coup, les bateaux et non pas les avions. Et finalement, je me suis dit que ça avait un vrai intérêt. Surtout que pendant mes vacances, quand j'étais plus petit, on allait à Toulon. Et on passait souvent, alors que j'étais vraiment pas très grand, devant tous ces gros bateaux gris. Et je me demandais ce que les gens faisaient dessus. Et quand on voyait un bateau gris qui partait à l'horizon, je me demandais, mais où va-t-il ? Et donc, quand j'en ai eu l'occasion, après mes études, le choix s'est fait assez rapidement et j'ai choisi la marine. Pas en tant que pilote, mais vraiment en tant qu'officier de marine, donc officier navigant. Et aujourd'hui, zéro regret ? Zéro regret, zéro regret. Est-ce que, avant de rentrer dans la Marine nationale, tu avais un peu des préjugés sur ce milieu ? Alors personnellement non, parce que j'ai une famille, pas de militaires, mais mon arrière-grand-père est un héros de la guerre 14, mon grand-père est un héros de la guerre de 39-45, mon père lui-même avait failli rentrer dans l'armée de l'air. Donc non, j'avais pas forcément de préjugés, mais la marine n'était pas pour moi l'endroit privilégié dans lequel je comptais potentiellement m'inscrire, parce que je voulais être pilote, donc c'était plutôt l'armée de l'air. Mais non, pas de préjugés sur la marine. C'était plutôt ma mère qui... c'était encore l'époque du service national et qui me disait surtout, ne va pas dans la marine. Et finalement, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la marine. Et pourquoi, selon elle, il fallait pas que tu ailles dans la marine ? Un bateau, ça flotte et parfois ça flotte pas et ça coule. Donc je pense que du côté d'une maman, c'est plus compliqué de se dire que mon fils va sur un élément qui est la mer, l'élément liquide, qui est un élément particulier. Et dans le cadre de ta carrière, tu as dû mener des équipes,
Mais avant de mener des équipes, comment tu percevais le management? Parce que forcément, quand tu commences, tu te dis pas tout de suite, je vais devoir gérer des hommes et des femmes. Donc comment tu le percevais en amont, surtout dans ce secteur-là de la Marine nationale? Alors, quand j'étais étudiant, effectivement, je ne me suis pas posé cette question-là. Mes études, c'était des études classiques, académiques, dans la branche des mathématiques, donc ce n'était pas vraiment l'objectif de manager. Par contre, quand j'ai véritablement décidé de rentrer dans la marine en tant qu'officier, là, pour le coup, la fonction d'officier, c'est une fonction de commandement. C'est une fonction, donc, alors, on ne parle pas de management au sein des armées, on parle plus de commandement, même si les deux termes sont assez proches. Donc là, la question s'est posée très vite. Et en fait, on a cette chance dans les armées d'avoir des écoles qui nous préparent à ça. Et donc, en fait, les premiers mois, on a une formation qui nous apprend à devenir officier, à comprendre les choses. On nous fait beaucoup de cours sur l'éthique du commandement. On nous apprend effectivement à réfléchir à la responsabilité du chef. Et donc, assez rapidement, on est mis dans le bain. Donc, commander, c'est quand même la raison d'être de l'officier. Donc, on est obligé de s'y mettre très, très, très vite. Et de toute façon, les armées, ils nous y préparent par les écoles qui sont des écoles d'excellente facture de ce niveau-là. Et le fait de gérer des hommes et des femmes, quelles étaient tes sources de motivation une fois que tu as été amené en fait à devoir diriger? Qu'est-ce qui t'attirait vers là? Question difficile, hein, parce que, comme je te l'ai dit, c'était pas forcément la formation académique universitaire que j'ai reçue. J'ai une grande passion pour l'humain, en fait. J'aime connaître les gens, j'aime les guider. Dans toutes les équipes que j'ai eues, une de mes grandes satisfactions, c'était de les voir monter en compétences, de s'épanouir dans ce qu'ils faisaient et de me dire que quelque part, j'y étais un petit peu pour quelque chose. Un petit peu comme un père de famille qui ferait en sorte que ses enfants grandissent dans de bonnes conditions et puissent mener la vie qu'ils ont besoin de mener ou envie de mener. Et j'ai toujours considéré ma façon de commander comme ça, c'est-à-dire on me donne des personnes, la marine me confie des officiers, des sous-officiers, et il faut les faire monter en compétences, les rendre aptes à leur mission. Et ça passe par un investissement qui est important, qui n'est pas tous les jours facile, parce qu'on n'a pas toujours les équipes qu'on souhaiterait avoir. Donc il faut être capable de correctement les guider, tout en n'étant pas forcément sûr de soi-même. Hein. Donc c'est pas forcément évident. Mais c'est une satisfaction de tous les jours quand on voit quelqu'un réussir sur une formation, sur un entraînement, et quand on voit que le travail d'équipe paye et que on est à la tête de cette équipe-là et qu'on a donc une responsabilité particulière. C'est intéressant ce que tu dis, puisque parfois il y a des profils qui ont envie de devenir manager, mais pour les mauvaises raisons. Dans le sens, le statut ou alors un meilleur salaire, c'est plus l'ego ou le besoin de reconnaissance parfois qui parle. Et j'avais réfléchi à un petit test un jour où, imaginons, dans le cadre d'une entreprise, on dise alors tu peux devenir manager, mais c'est simplement des différences de lignes dans ta fiche de poste. Il n'y a pas de différence de statut ni de salaire. Est-ce que tu prends le job? Et c'est là où la question se pose. Alors que toi, quand tu parles j'aime véritablement l'humain, tu le vois pas dans le sens statut, je commande, je dirige, l'ego, mais plus en fait je m'épanouis à travers l'élévation des autres. Enfin, je pense que c'est ce que j'ai cru. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et moi, je pense que c'est une erreur de. Enfin, est-ce que c'est une erreur? Ça, après, c'est personnel. Chacun voit à midi à sa porte. Mais je pense que si le but, c'est de régler un problème d'ego, d'avoir plus de salaire à la fin du mois ou d'avoir la sensation de commander, donc en fait de prendre le dessus. J'avais une expression qui m'avait été donnée par mon grand-père, justement, en disant ce genre de chef, en fait, meurt souvent d'une balle dans le dos en montant au front. Donc ce sont des gens qui n'entraînent pas. On n'est pas là pour se faire aimer, en fait, quand on est officier. Mais on est là pour donner un sens à l'action et faire adhérer les gens à l'action sur laquelle on est positionné. Et ça, si on agit par le fait d'être le chef tout-puissant, qui va, je veux dire, agir sur les autres par la contrainte
ou par le besoin d'exister. Et c'est souvent le genre de chef qu'on voit qui en fait prennent tous les honneurs et en fait ne comprennent pas que sans les gens qui sont partis avec lui, ces honneurs, il ne les aurait pas eus. Il y a une erreur fondamentale. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est un one-shot. Ils le feront une fois, ils le feront pas deux. J'ai eu quelques expériences comme ça au sein des armées où j'ai rencontré des officiers qui avaient un petit peu ce profil-là et je voyais bien les gens le suivaient, mais c'était pas une adhésion franche et la mission était potentiellement remplie, mais est-ce qu'il avait vraiment tiré la quintessence des gens qui l'entouraient? J'en suis pas intimement persuadé. Et par contre, j'ai vu que par la suite, c'était plus compliqué pour manager ou commander les gens qui étaient sous ses ordres. Donc moi, effectivement, quelqu'un qui cherche les honneurs, qui cherche la ligne de salaire en plus, c'est potentiellement dangereux. Est-ce qu'à tes débuts, tu es tombé un petit peu dans ce doute dans le comportement, la posture à adopter? Est-ce que je dois me comporter de telle manière, différemment? Ou est-ce que tu es resté finalement un peu toi-même entre le début et aujourd'hui? Comment tu te jugerais d'un point de vue objectif, on va dire? Alors objectivement, j'aurais tendance à dire qu'on est comme on est et qu'on essaye de s'améliorer avec le temps. Je ne te cache pas que même encore aujourd'hui, après plus de 31 ans de carrière, je me pose toujours des questions sur la façon dont je commande, dont je manage les équipes, parce qu'on est perfectible en permanence et que chaque situation est différente. Chaque personne avec qui on va avoir à travailler est différente. Chaque problème qu'on va avoir à traiter est différent. Donc se dire qu'on a des recettes toutes faites et qui nous auraient été apprises, non, c'est du savoir-être en fait. Ça par contre, je pense que j'y ai mis tout ce que j'ai appris dans ma vie, que ce soit avec mes parents ou à l'université ou même dans l'armée. J'y ai mis tout ce que j'y ai appris. Et par contre, je me pose toujours la question du est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que je dis bien les bonnes choses? Est-ce que je comprends bien mes équipes? Est-ce que je comprends bien l'objectif qui m'a été assigné? Donc est-ce que je suis bien à ma place? Et c'est un travail permanent, quotidien, et dans lequel mes équipes m'aident beaucoup également. Parce que comme tu le dis, c'est une éternelle remise en question puisque chaque profil est unique. Tout à Ça fait. évolue au fil des années aussi. Comment tu procèdes sur cette compréhension de l'humain, ce besoin de s'adapter à chaque profil? C'est une nouvelle question très difficile, merci de me la poser. Ça part, à mon sens, de l'amour de l'autre, l'empathie pour les autres, la compréhension et l'écoute. Quand on arrive sur un poste et qu'on commande, on peut avoir un certain sentiment d'illégitimité pour certains, et d'autres d'une légitimité très forte parce qu'on est qui on est, alors qu'en fait pas du tout. Et je pense qu'à chaque situation, à chaque personne qu'on rencontre, il faut être ouvert, comprendre, parler. Enfin, j'ai systématisé la réception de tous les gens que je reçois, discussion à bâton rompu sur tous les sujets. Alors ça prend un peu de temps, mais il faut le prendre pour comprendre les gens, leurs aspirations, ce qui potentiellement les pousse ou ce qui les retiennent dans leur vie de tous les jours. Ça peut être également leurs problèmes personnels, de façon à comprendre la personne. Alors ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais si on ne fait pas cet exercice-là, en face de soi, on a une personne qu'on ne connaît pas, et que le jour où on va peut-être se retrouver avec lui ou avec elle, dans une situation où notre vie est en danger, on n'arrivera pas forcément à comprendre quels sont ses ressorts, comment faire en sorte que cette personne-là va répondre à l'ordre que je vais lui donner, ou inversement va être totalement inhibée. Donc en fait, il faut véritablement connaître son personnel. Et ça, à mon sens, la base, c'est l'empathie. C'est-à-dire se dire la personne qui est en face, c'est effectivement un gradé, c'est un sous-officier, mais c'est un être humain avant tout, avec sa pyramide de Maslow à lui aussi. Et il faut comprendre ses besoins, il faut comprendre ses motivations. Et à partir de ce moment-là, alors, est-ce qu'on est capable véritablement d'agir pleinement sur cette personne-là? C'est pas de la manipulation, entendons-nous bien. Mais pour interagir avec les gens, il faut les connaître. Est-ce que tu fais un peu des points d'étape, puisque j'imagine qu'il y a une différence entre ce qu'une personne te dit au tout début, c'est sa propre perception d'elle-même aussi, une image qu'elle te donne, Oui. et au fur et à mesure de son évolution. Comment tu gères ça?
Alors le monde moderne nous aide pas vraiment avec ça, avec tous les moyens de communication qu'on a et qui nous permettent d'être assis dans son bureau et d'y rester quasiment toute la journée à échanger des mails. Moi j'ai plutôt cette image-là, c'est commander avec ses pieds, quoi. C'est-à-dire que même si ça demande de marcher un peu, il faut aller voir les gens. Et en allant voir les gens, on voit tout de suite s'il y a quelque chose qui va pas. Si dans la vie d'un tel, on commence à sentir que dans le couple ça va pas très fort, ou que la personne commence à avoir des doutes sur la finalité de son métier, ça se voit pas au travers d'un ordinateur ou même d'un coup de téléphone. Donc il faut véritablement aller voir les gens. Le gros boulot que je fais moi au quotidien, c'est d'aller voir les gens et de parler avec eux, et parler du métier, mais parler d'eux aussi. Leur demander, comment ça va, le cours où vous êtes allé, comment ça s'est passé, puis de creuser un petit peu, et quand quelque chose ne va pas, de dire, bon allez, on va en parler, viens 5 minutes dans mon bureau et on en parle. Donc finalement, il n'y a pas cette barrière entre le pro et le perso, enfin du moins stricte, c'est qu'il faut laisser un peu de place, puisque comme tu l'as dit, ce sont des humains avec une vie à côté, donc à minimum être attentif à ça. Comment tu gères cet équilibre pro-perso, je m'intéresse sans trop m'intéresser? Oui, alors c'est ça, tu as tout à fait raison de le marquer, on n'est pas là pour être aimé, on n'est pas le copain, on reste le chef. Il faut marquer cette limite-là. Mais cette limite-là n'empêche pas l'empathie. On ne doit pas s'interdire d'avoir une approche humaine de la relation avec l'autre, et à partir du moment où c'est compris d'un côté comme de l'autre, ça se passe bien. Après, il faut quand même reconnaître la finalité principale du métier de militaire, comme je l'ai dit au départ, c'est le don de sa vie. On peut donc, à partir de ce moment-là, difficilement faire le distinguo entre la vie privée qui peut influer sur la façon de réagir dans une période de stress intense. Dans la marine, moi, il m'est arrivé d'être, dans les années 90, dans des zones de conflit où on était dans des zones où potentiellement ça pouvait assez mal se passer. Et donc là, il faut avoir confiance dans la personne qui est à côté de vous. Donc si vous ne savez pas que cette personne, je ne sais pas moi, la semaine d'avant, elle a eu un contact un peu difficile avec sa conjointe, qui pourrait lui faire avoir un doute au moment d'appuyer sur le bouton d'une contre-mesure électronique, il peut y avoir un problème. Donc en fait, il faut vraiment connaître les gens avec qui on est. Et donc, ça impose, à mon sens, au sein des armées en tous les cas, d'aller très loin en fait dans la connaissance des gens et de leur vie privée. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'entrisme, ça ne veut pas dire qu'il faut imposer aux gens de nous raconter tout ce qui leur arrive, mais il faut que ces gens-là aient suffisamment de confiance en vous pour qu'ils se sentent de dire attention là, je vais pas bien. Il y a un truc qui va pas le faire, et si jamais je dois appuyer sur la détente, j'y arriverai pas. Et comment tu fais la différence entre deux profils où l'un, je grossis, je caricature, est un peu le Calimero, il va se plaindre souvent, et voilà, tout est un petit peu grave, et la personne plus discrète qui, au contraire, va garder énormément pour elle et va pas oser cracher le morceau, il y a quelque chose de grave. Est-ce que tu arrives un petit peu à voir les différences dans les profils sur ça? Avec l'expérience, on le voit, oui. Je pense qu'on le voit, et ça, c'est valable aussi bien dans le monde civil que dans le monde militaire. Après, encore une fois, ça passe surtout par l'écoute et l'attention qu'on porte aux gens. Il faut passer du temps avec ses équipes plus que derrière son ordinateur. Rester devant son ordinateur, c'est facile, on donne des ordres, on lit on écrit des jolis documents, mais tout ça, ça va arriver sur des gens qui sont des êtres humains. Et si on ne va pas les voir de temps en temps et qu'on ne se donne pas la peine de les comprendre, de voir ce qui les motive, donc ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de temps avec eux. Presque plus de temps qu'à écrire du document ou à émettre des stratégies. Et c'est important aussi, mais ce temps-là est indispensable. Oui, ça fait partie pleinement finalement des fonctions. Des fois, on peut penser, est-ce que ça fait partie du travail? Oui, pleinement pour le coup. Est-ce que tu as déjà été surpris par un comportement inattendu? Je m'explique. Un profil type où quand tout va bien, on le voit de telle manière. Et finalement, quand il y a une situation complexe ou difficile qui arrive, tu ne t'attendais pas à ce qu'il se comporte comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté à ça? Alors ça arrive assez fréquemment dans les périodes où on est en stress intense. Et en fait, les gens se révèlent à ce moment-là, dans un sens comme dans l'autre. Et j'ai vécu les deux. C'est parfois assez troublant, dans le sens où on pensait pouvoir compter sur quelqu'un, et en fait, on se trompe. Et la personne sur laquelle on avait quelques doutes, finalement, se révèle totalement disponible, et finalement, c'est elle qui tient la baraque. Et donc, en fait, ça apprend l'humilité, c'est-à-dire de toujours se dire, tant qu'on n'a pas vécu la situation, on est incapable de le... Donc, il faut être prêt à tout.
y a un adage qui dit que souvent tous les beaux plans d'opération faits dans des états-majors explosent au premier coup de canon. C'est un peu la même chose avec les gens. C'est-à-dire que le jour où on se retrouve face à une situation où véritablement les gens sont touchés dans leur être ou dans ce qu'ils vont devoir faire, c'est là où ils se révèlent vraiment. Et ça, c'est très difficile à déceler. Alors, dans les armées, on s'entraîne beaucoup. On dit entraînement difficile, guerre facile. Mais ça n'empêche pas, il y a toujours ce petit truc qui dit « ouais, mais on est quand même qu'en exercice ». Alors qu'en fait, quand on est vraiment en zone de tension vive et où on sait que tous les soirs, l'autre côté vous allume missile et que ça peut partir d'un moment à un autre, il faut être prêt à réagir, c'est là où les gens se révèlent vraiment. Et comment tu gères l'après quand tu fais ce constat ? Sur le moment, c'est parfois difficile de rectifier le tir, mais est-ce que tu fais un point après ? Oui, ouais. Systématiquement. Okay. Systématiquement, on ne peut pas laisser quelque chose comme ça flotter dans l'air. Il faut véritablement poser les choses. Parce que la fois d'après, il faut être capable de réagir. Et là, pour le coup, on ne pourra pas dire que ce n'était pas arrivé la première fois. Donc il faut être capable derrière de débriefer et de demander mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi tu as réagi comme ça ? Enfin, on n'est pas en marbre. Il faut être capable de gérer ses émotions, déjà les siennes en tant que manager et de commandement, mais également celles de ses hommes, pour dire la prochaine fois comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux ou différemment. Et c'est pas gagné. C'est un exercice de tous les jours. Et pour poursuivre un petit peu sur la différence des profils, j'imagine que certains profils, ils ont besoin d'avoir un commandant empathique, à l'écoute, de se confier, et d'autres plutôt la posture plus directive. T'arrives ça aussi à le déceler ? Est-ce que tu modifies un petit peu ta façon de t'exprimer ou de poser les questions en fonction du profil que tu as en face de toi ? Alors c'est très compliqué de s'adapter en fait à ce niveau-là, parce que on doit être en fait soi-même. On doit pas faire un rôle. C'est-à-dire c'est pas parce qu'un tel dit ça, sinon c'est la girouette. Et là c'est non, il faut être franc dans ses bottes. Les gens doivent vous connaître pour ce que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Et sinon eux ne s'y retrouvent pas. Après, oui, effectivement, il y a des gens qui préfèrent des officiers plus directifs, d'autres. Mais tu peux pas plaire à tout le monde. Alors non. Déjà, t'es pas là pour plaire. Alors déjà, on n'est pas. C'est ça. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est vraiment là parce qu'on a une mission. On nous donne. Enfin, la nation nous confie des hommes et des femmes pour réaliser cette mission-là. Notre rôle, c'est d'être devant eux, de les guider, de faire en sorte que quelque part ils soient le plus à l'aise possible. L'environnement du militaire, c'est le chaos. Pas payé pour les zones de paix. On est là pour être envoyé dans le chaos et de le résoudre le mieux possible. Donc forcément, si on ne se prépare pas à ça, c'est compliqué. Et donc chaque soldat, chaque militaire, chaque marin a sa propre vision des choses. Mais si son chef change en fonction de la personne à qui il parle, il ne va pas être à l'aise. Il ne peut pas être à l'aise avec quelqu'un qui va à un moment donné dire à un tel « oui, toi ça va être ça et puis toi ça va être ça ». Non. Il faut garder une certaine cohérence dans l'action. Sinon, et même pour soi, parce qu'on peut virer un peu vite à la schizophrénie là-dessus. Est-ce que ça t'est pour autant déjà arrivé de t'exprimer, dire des choses, et avec du recul te dire « mince, là je me suis peut-être trompé, reviens ». Oui, très souvent. Okay. Très souvent parce qu'on a parfois tendance à réagir un petit peu dans l'immédiateté, dans l'urgence, dans le pathos. Et oui, il y a des fois où j'aurais pu faire mieux. Mais la fois d'après, j'essaye de faire mieux. Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête d'une situation qui t'a marqué ? Ouais, une situation qui m'a marqué, c'est à l'issue des attentats de 2015. Il fallait s'exprimer devant les personnels que je commandais à l'époque. On était tous un petit peu dans l'émotion et s'est posé la question de ce que j'allais dire. Et j'arrivais pas à poser des mots sur une feuille, un papier en disant point 1, point 2, point 3. Et là, je me suis dit, vas-y, puis tu verras bien ce qui se passera, ça sortira, comme ça va en sortir. Globalement, ça s'est bien passé, mais il y a des choses que j'aurais voulu dire et que j'ai pas forcément dites. Donc ouais, il y a des moments où quand on est un petit peu comme ça dans la réflexion, et il y a de l'émotion derrière, il faut être capable un peu de poser le discours un peu avant. Mais d'un autre côté, je le regrette pas, parce que ce que j'ai dit ce jour-là, beaucoup sont venus me voir après en me disant que je les avais touchés. Enfin, en gros, la mission était remplie. Hein. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé dire différemment ? C'est compliqué parce que là, j'y suis plus, mais je me rappelle de ça en me disant, en repartant dans mon bureau, je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû présenter ça comme ça, ou j'aurais dû le dire comme ça. Donc voilà, oui, ça arrive. Et je pense qu'on est tous un peu pareil. C'est-à-dire que surtout dans une situation délicate. Voilà.
Voilà. On aimerait pouvoir poser un peu plus les choses, être un petit peu plus carré, et on l'est pas forcément, parce que là, c'est l'humain qui reprend le dessus, et en face, on a des gens qui écoutent, et c'est compliqué. Mais voilà. Donc oui, celui qui se pose pas la question après avoir parlé ou donné un ordre de est-ce que je l'ai bien dit, est-ce que je l'ai bien fait, est-ce qu'ils m'ont compris, est-ce que le sens que j'ai voulu donner à mon action ou à mon ordre, il est passé, celui-là, il aura des problèmes. Et parfois, toujours refaire le discours et avec les si on referait le monde, ça aurait pas forcément changé grand-chose Non. Finalement. De toute façon, dans les faits. c'est fait. Donc Voilà, il faut... Après, le but, c'est, voilà, j'assume. Voilà. Ça, c'est une des choses qu'on nous apprend, c'est assumer ses responsabilités et ses décisions. Et est-ce que dans ces fonctions de commandement, je rentre un peu plus peut-être sur l'aspect mix pro-perso, mais ça t'arrive de ne pas endormir ou de réfléchir à côté de ton travail, d'avoir du mal à couper, justement? Comme je te disais tout à l'heure, en fait, l'état de militaire, c'est ce qui est écrit dans le contrat. Hein. On est disponible en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Donc, c'est 24 heures sur 24. Alors, évidemment, dans le poste que j'ai aujourd'hui, les choses ne sont pas aussi compliquées que ce que peuvent être celles d'un champ d'opération. Mais oui. Alors, de là à dire que j'endors pas la nuit, ça, c'est... Non, quand même pas. Mais les questionnements sont permanent, encore une fois, sur la posture qu'on doit avoir vis-à-vis des gens qu'on commande et vis-à-vis de nos chefs, qui eux attendent également de notre côté de l'honnêteté, de la franchise, et donc il faut arriver à se positionner entre les deux, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Mon grand-père disait toujours, où que tu sois, tu auras toujours un con au-dessus de toi. Alors, ça ne veut pas dire que mes chefs le sont, mais on a toujours quelqu'un qui est au-dessus et qui te donnera un ordre. Et donc si tu ne te positionnes pas à partir de ce moment-là comme quelqu'un qui va donner un ordre, mais qui va aussi en recevoir un, et donc cette dialectique permanente du haut vers le bas et du bas vers le haut, c'est elle qui crée un petit peu cette sensation d'instabilité et qui t'oblige à te poser systématiquement la question de ton positionnement. Et quand tu parles de ces questionnements sur ta posture, ton positionnement, donc tu l'as dit, ça te challenge d'avoir un N+1, entre guillemets, qui te fait que tu te remets forcément en question. Absolument, ouais. Tes équipes aussi t'aident à te remettre en question. Est-ce que tu vois une autre manière de travailler sur toi, d'apprendre à te connaître? Est-ce que toi-même, tu as expérimenté certaines choses pour t'aider? Oui, alors je pratique la méditation. Donc c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Il y a savoir trouver des moments de calme, en fait, au milieu de la tempête. C'est une des choses que j'avais apprises lors de mes formations d'officier chef du quart sur les bateaux, où un commandant m'avait dit, mais il faut que vous sachiez vous reposer. Et toutes les occasions sont bonnes pour vous reposer. 5 minutes par-ci par-là, faire des micro-siestes quand vraiment on est fatigué. Parce qu'il faut avoir l'esprit clair le jour où il va falloir prendre une décision. Donc, et là, j'ai véritablement... Enfin voilà, la méditation m'aide beaucoup. Je me pose aussi beaucoup de questions sur moi-même, voilà, au moins une fois par semaine, j'essaye de faire un bilan de ce que j'ai fait, de bien, de pas bien, et puis d'essayer de me remettre en question. Parce que ça, la remise en question, elle doit être permanente. C'est pas parce qu'on est arrivé à un certain niveau de grade que forcément on a la science infuse, qu'on sait mieux que les autres. Et dès que je reçois, moi, un petit jeune, un quartier-maître, la première chose que je lui dis, c'est: vous êtes peut-être moins gradé que moi, mais vous n'êtes pas moins intelligent, vous avez le même cerveau. Sachez vous en servir, et surtout, venez me dire à un moment donné, quand il y a un truc qui va pas, ou que vous avez une idée, la vôtre, elle est peut-être meilleure que la mienne. Voilà. Donc, parlez, dites, après, c'est moi qui prendrai la décision, j'en assumerai la responsabilité. Mais si vous vous exprimez pas, c'est que j'ai raté un truc. C'est intéressant ce que tu partages, dans le sens où c'est pas les années d'expérience qui font la personne, parce que parfois ça peut être un petit jeune, comme ça tu aide, le dis. Ça aide, forcément. Ça aide, forcément. Bien évidemment, on le voit tous qu'au fil des années, on n'est pas la même personne qu'on était il y a 5 ans ou il y a 10 ans, mais ça peut apporter de la nouveauté, une curiosité, il faut rester ouvert d'esprit par rapport à la proposition. Il y a une phrase que je supporte pas, c'est: mais on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Comment voulez-vous résoudre un problème si en fait vous ne changez pas la manière de faire? Évidemment, si on reprend le même problème, qu'on y applique les mêmes méthodes, on aura le même résultat. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc moi j'aime bien les gens qui arrivent, et notamment on a aussi, moi je commande là des militaires, mais aussi des personnels civils. Donc on a des gens qui arrivent et qui ne restent pas forcément très longtemps. Et j'aime ce rapport d'étonnement qu'ils ont parfois en disant: mais pourquoi vous faites ça en fait? Et ça nous oblige à remettre en permanence sur le métier, et dire: mais oui, effectivement, mais il a raison en fait. On est tellement habitué qu'on se rend même plus compte et qu'on ne sait même plus pourquoi on n'a pas fait autrement.
Et donc, moi, j'ai tendance à dire oui, et n'importe qui arrive dans une nouvelle organisation, soit il se met dans le moule, il devient comme les autres, et finalement, à la fin, il fait pas plus que les autres, et même tous les travers, il les épouse. Soit il arrive et il se dit, mais non, franchement, là, moi, je serais pas comme vous. Enfin, et vous avez pensé à faire comme ça. Et ça, c'est très important. Et surtout, pour un commandant ou un manager, c'est d'être à l'écoute de ces gens-là. Pas leur dire non mais franchement arrête, justement on a toujours fait comme ça et on va continuer à faire comme ça parce que moi ça me rassure. Et ce serait presque dommage de mettre les gens trop rapidement dans des cases et d'éteindre un petit peu tout ce qui s'illuminait de base. C'est ça. Il faut pas les faire rester dans leur zone de confort et qui fait que nous en tant que chef on reste dans notre zone de confort. L'instabilité elle est bonne quand on sort de cette zone de confort et qu'on va dans la zone d'instabilité pour justement augmenter la bulle de sa zone de confort. Moi, c'est comme ça que je le vois en tous les cas. Et donc, j'invite, moi, tous les gens que je commande ou que je dirige, à avoir cette pensée-là. Et surtout de venir, ma porte est toujours ouverte. Ça, c'est un principe de base. Je ne ferme ma porte que quand j'ai vraiment un truc très important à faire et où je dois avoir du calme. Sinon, elle est systématiquement ouverte. Et si quelqu'un vient frapper à ma porte pour me dire quelque chose, systématiquement, je lève le stylo. Je suis à l'écoute. Parce que ces gens-là vont peut-être m'apporter l'idée que j'ai pas eue. Parce que selon toi, qu'est-ce qui aide à maintenir motivées les équipes, à maintenir de manière un peu éveillée? Parce que parfois, ça peut s'estomper. J'aurais tendance à dire que c'est leur donner de l'autonomie. Il m'est arrivé, en prenant un centre informatique, sous le ton de la boutade, mais finalement, ça résume assez bien, c'est de dire, les gars, vous êtes là pour faire en sorte que moi, je puisse aller au golf tous les après-midi. En gros, vous êtes autonome. Vous montez en compétence, vous êtes autonome, et moi, en fait, finalement, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? C'est à vous regarder faire, vous donner éventuellement les petites directions dans lesquelles vous devez aller, vous donner du sens, mais globalement, le reste, c'est vous. Surtout que j'arrive dans une unité, vous en savez plus que moi. Techniquement, vous êtes meilleur que moi. Voilà, par contre, je dois vous donner un cadre. Et s'il y a une décision à prendre, on la prend ensemble. Vous m'apportez les solutions. Moi, je décide. Ça, c'est un autre point qui, pour moi, est important, c'est que quand quelqu'un vient dans votre bureau et vous dit « Commandant, il y a un problème, et c'est la catastrophe. And so what ?» 80% du problème, c'est la personne qui vient vous voir. Il doit venir en disant « J'ai analysé la situation, avec mon point de vue, je vous propose solution 1, solution 2, solution 3, avantages, inconvénients. » Et nous, le chef, on n'est pas là pour réfléchir à la solution. Il y a des gens qui sont payés pour ça, de les préparer, ces solutions. On est là pour prendre la décision et l'assumer derrière, en fonction des éléments qu'on nous aura donnés. Si on doit faire ce boulot à la place, c'est compliqué. Donc, pour motiver les gens, il faut leur dire, quand vous venez dans mon bureau, sentez-vous légitime pour me dire, c'est là que ça va pas. Moi, j'ai pas la science infuse. De les responsabiliser. De les responsabiliser, de les rendre autonomes sur leurs fonctions. Et surtout, de ne pas les brider. De savoir leur dire que vous rentrez dans le bureau du commandant, vous êtes capable de dire, ah non, commandant, là, vous vous gourrez complètement. C'est une erreur ce que vous êtes en train de faire. Qu'ils n'aient pas peur de s'exprimer, de dire ce qui peut être potentiellement possible. Après, en effet, ce sera à toi de prendre la part des choses, mesurer, voir ce qui est possible. Il faut qu'ils aient le droit de dire non, mais qu'ils comprennent qu'à partir du moment où ils ont dit non, et que moi je leur dis ça sera comme ça quand même, ils disent ok, très bien. Je me suis exprimé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si jamais ça foire, ça ne sera pas de ma faute, je l'ai dit. De toute façon, la responsabilité de la décision, elle ne lui incombe pas. Elle incombe à celui qui dirige et qui commande, ou qui manage. Voilà. Trop souvent, on voit des chefs qui, en fait, diluent la responsabilité, ne prennent la responsabilité que quand ça les honore ou quand ça marche bien. Puis dès que ça marche pas bien, c'est forcément la faute des autres. C'est jamais de la leur. Et est-ce que tu as déjà été confronté à un conflit, une mésentente avec un homme ou une femme où c'est comme ça, tu n'expliques pas, le feeling passe pas, la personne a du mal à être récepteur en fait de tout ce que tu lui dis. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui, ça arrive. Ça arrive, mais là, il faut avoir l'intelligence de la situation. Il faut bien faire comprendre qu'il y a un chef à qui on a délégué une autorité. Il faut le faire comprendre. C'est pas toujours évident. Il y a certaines fragilités chez certaines personnes, ou certains a priori, ou vécus. Encore une fois, on a tous un pathos, on tire tous une charrette derrière nous qui est remplie de ce qu'on a vécu avant. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître les gens et de savoir qu'est-ce qu'il y a qui va pas, etc. À partir de ce moment-là, on est capable de comprendre, ah oui, avec lui, ça va être compliqué. Et à partir de ce moment-là, sans pour autant adapter son mode de commandement, on peut au moins adapter sa communication. Et de dire, est-ce qu'il y a vraiment un combat à mener avec cette personne-là ? De toute façon, elle sera toujours comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arriver à trouver l'angle par lequel on va arriver à la motiver, à avoir l'impression que finalement, elle le fait par adhésion, et lui montrer quel est le sens qu'elle va en retirer.
C'est-à-dire quel est le bénéfice pour elle. Mais oui, ça arrive très fréquemment, mais c'est la vie. Il y a un accord commun comme quoi, beaucoup le disent et je pense que tu seras d'accord avec ça, tout le monde n'est pas fait pour commander, tout le monde n'est pas fait pour diriger. Et selon toi, comment on peut déceler si une personne est faite pour ça ou non ? Alors déjà, toujours pareil, hein, c'est mon leitmotiv, c'est connaître les gens. Si on connaît les gens, on est quand même assez capable de comprendre ce qui peut y arriver si cette personne est en responsabilité. Après, je suis tout à fait d'accord, enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu dire en tous les cas, mais je pense qu'il y a des gens qui ont ça en eux, qui ont les capacités, le savoir-être, parce que le savoir-être, c'est quelque chose qui est très difficile en fait, très difficile de changer ça. On est souvent assez imprimé par ce qu'on a vécu étant plus jeune. Alors après, oui, on peut toujours aller voir un psy ou gérer ces affaires-là, ces affects-là, mais je pense qu'on a les dispositions pour ou on les a pas. Il y a des gens qui sont d'excellents techniciens, et dès qu'on les met en poste de responsabilité ou en poste de management, ça ne marche pas. Parce que ces gens-là restent des techniciens. Ils n'ont pas compris que ce qu'on leur demandait, c'était d'oublier la technique et de passer à faire. Et à demander à quelqu'un de faire une action, alors qu'on la connaît par cœur, on l'a fait pendant des années, et on veut faire à la place d'eux. Alors là, vous démotivez systématiquement les équipes qui sont en dessous. Alors, le chef, il veut faire, très bien, il fera mieux que moi. Et puis en plus, si jamais je me gourre, voilà, non, qu'il fasse. Et là, on démotive les équipes. Et les équipes, là, pour le coup, on peut les perdre. Donc moi, je dis, connaître bien son personnel, potentiellement les mettre en position 2, c'est-à-dire commencer à se dire, tiens, un tel, on commence à sentir qu'il peut être un manager, le mettre, 2-3 équipes sur une opération, on va dire, à faible risque ou à faible enjeu, et de voir comment il s'en sort. Après, dans les armées, on a, encore une fois, des écoles qui nous forment à ça, et on a une carrière qui fait que plus on va dans le temps, et plus on va manager, commander, diriger des équipes, même chez nos sous-officiers, que dans la marine on appelle officiers mariniers, qui peuvent aller jusqu'à commander des bateaux. Voilà. Donc en fait, c'est une carrière qui va dans le sens de la responsabilisation de plus en plus avec l'acquisition de savoir-faire, de savoir-être supplémentaire. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire, nous dans les armées, c'est presque atavique. C'est peut-être un peu plus compliqué dans des unités, des institutions ou des entreprises où en fait, globalement, la carrière va être assez linéaire et où on restera, où on aura peut-être quelques petites responsabilités en plus, mais où la finalité, c'est pas de devenir le patron de l'entreprise. Il y a quand même cette distinction qui est commune entre le savoir-faire et savoir-faire. Parce que comme tu le dis, dès lors que tu passes de l'autre côté, entre guillemets, de la barrière, ton métier n'a plus vraiment rien à voir avec ce que tu faisais avant. Là, c'est vraiment cet aspect d'être pédagogue, diplomate, de réussir à apprendre. Et aussi, surtout, à mon sens, à savoir rester à sa place. Encore une fois, alors je crache pas du tout sur les managers qui, quelque part... ont une connaissance technique suffisamment poussée pour aller aider une équipe à peut-être avancer un peu. Oui, il faut s'intéresser à ce que font les gens, mais il ne faut pas faire à leur place, hein. Sinon on les démotive. La fois d'après, ils vont dire « mais chef, la dernière fois vous aviez fait, pourquoi vous ne le faites pas cette fois-ci ?» Donc il faut faire très attention. Donc prendre un technicien pour en faire un manager, c'est compliqué. Nous, dans les armées, on a cette capacité à faire monter des sous-officiers en poste d'officier. 50% à peu près des officiers sont d'anciens sous-officiers. Donc il y a cette promotion interne qui se fait, mais voilà, c'est 50%, c'est pas 100%. Donc il y en a qui sont d'excellents sous-officiers, officiers mariniers, mais qui seront jamais, et qui n'ont pas envie d'ailleurs d'être officiers, parce que on passe à un autre niveau. Eux aiment la technique, aiment ce qu'ils font, et diriger une équipe, une petite équipe, voilà, ok, mais... rentrer dans la stratégie, non, ça leur va pas. Et il faut savoir écouter les gens d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a certains dans certaines entreprises, j'ai eu vent de gens qui en fait étaient d'excellents techniciens et qu'on a monté en manager parce que le manager précédent était parti. On s'est dit mais ça sera le mec idéal, il connaît tout le métier. Et en fait c'était une catastrophe. Et puis c'est surtout de se dire que c'est pas parce que tu ne manages pas des équipes que tu es moins bon. Au contraire, tu peux être un excellent technicien, mais tu es juste fait pour ça moins fait pour autre chose. Quand tu expliques donc l'importance de créer une relation de confiance, de rendre les gens autonomes, mais ça passe aussi par des qualités de
pédagogue. Oui. Tout le monde n'est pas doté de cette capacité à transmettre. On le voit, je prends des exemples classiques de la vie quotidienne. À l'école, certains peuvent être très bons sur leur sujet, mais ils n'arrivent pas à transmettre, à captiver leur auditoire. Pour toi, comment ça se reflète sur le terrain d'être pédagogue? Quelles sont un peu les clés de la Alors là, je ne sais pas trop quoi te répondre. Encore une fois, je pense que c'est du savoir-être. À partir du moment où les équipes qu'on encadre, on a de l'empathie pour eux, je pense qu'on trouve le moyen de faire passer le message. C'est qu'une conséquence, en fait, presque. Voilà. Pour le coup. Après, étant issu du monde universitaire, évidemment, j'ai un cursus qui était plus un cursus enseignement, donc peut-être que j'ai un biais cognitif sur ce point-là. Je pense qu'on est tous aptes à faire passer un message et à apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, dans notre rôle d'être humain, de parent, c'est ce qu'on est censé faire au jour le jour, de passer, de transmettre. Est-ce que ça s'apprend ou pas? Je sais. Oui, il y a des méthodes. Donc, mais une méthode, je veux dire, appliquée par quelqu'un qui n'a pas le savoir-être, voilà, il y a d'excellents profs qui sont capables en sortant totalement. Moi, j'ai eu des profs d'histoire qui étaient illuminés et qui apportaient quelque chose. On était happés par. Et puis d'autres profs qui étaient beaucoup plus. Voilà, ils sont assis à leur bureau à lire un bouquin et nous on écrivait bêtement et en fait on retenait rien. Est-ce que ça passerait pas aussi par le fait d'être déjà animé soi-même par ce qu'on fait, d'être un minimum passionné et naturellement en fait on a envie de transmettre aussi. Je pense que ça, oui, je pense que c'est ça. Manager des équipes, commander, alors j'irai pas jusqu'à parler de passion, mais c'est un état d'esprit. Et si on l'a pas, on peut même souffrir de ne pas arriver à faire passer un message. Oui, c'est compliqué. Donc ça se travaille. Il y a des méthodes, il y a des écoles qui forment à ça. Mais si on n'a pas à mon avis, si on n'a pas un minimum de bagage qui permet de le faire, un savoir-être qui nous permet d'être empathique avec les autres et de comprendre qu'en face, il y a un émetteur et un récepteur. Ok, j'ai émis, mais est-ce que le récepteur a bien reçu ce que je lui ai dit? Oui, donner des ordres, c'est facile. Mais là, les assumer, c'est compliqué. Tu fais un peu le lien avec le fait de réussir à fédérer les gens aussi. On transmet, mais aussi, au-delà de ça, il faut qu'on réussisse à fédérer. Et on dit de toi que tu arrives à faire le lien entre tous les acteurs. Comment ça se passe? C'est toujours la même chose. En fait, on tourne toujours autour de la capacité de compréhension et d'écoute. En général, moi, quand j'arrive dans un poste, la première chose que je fais, c'est que je regarde. Je change pas ce qu'a fait mon prédécesseur. Mon but, c'est pas de mettre mon nom au bas d'une feuille et d'en tirer de la gloriole. Le but, c'est de comprendre comment fonctionnent les gens et après, de voir comment on peut éventuellement travailler pour faire en sorte que ça se passe mieux. Et c'est là que le lien se fait. Parce que comment créer de l'écoute entre les gens eux-mêmes? Parce que toi, tu peux être attentif, mais après, tu n'as pas la main sur tout, entre leurs relations. Tu dois organiser les conditions de ça. Faire en sorte que les gens se sentent autorisés à parler, à dire les choses. C'est sûr que si on rentre dans une réunion et qu'on écrase la réunion de sa présence et en fait personne n'ose l'ouvrir, c'est pas bon. Donc il faut dire aux gens, écoutez, voilà, moi j'introduis la réunion, maintenant c'est vous qui allez parler entre vous. On fixe les objectifs, on fixe l'horaire, voilà, on garde l'horaire, on fait attention qu'on ne diverge pas, mais globalement tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Et c'est ce lien-là, en faisant comprendre dans le mode de commandement ou de management que toute parole est bonne à dire, et c'est après qu'on dira si c'est bien ou si c'est pas bien, mais il faut le dire. Si on le dit pas, ça marche pas. Et là, les gens se sentent suffisamment en confiance pour potentiellement après parler, et ce lien, il se crée ici. Ce qui ne veut pas dire que les gens vont s'aimer forcément en sortant d'une réunion ou d'une discussion ou même d'un échange lors d'une opération. Mais au moins, on a mis en place ce qui permettra à la bonne idée d'émerger. Et là, les gens vont se dire, finalement, j'y ai participé. Et ce lien-là, il est là. Et pas parce qu'on a imposé en disant, ça sera comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir gérer les conflits mais entre les personnes? Toi, oui. Tu as donné les bonnes directives, mais entre elles, ça se passe pas forcément très bien. Ça, c'est le cœur du quotidien. Enfin, y a pas une journée qui se ressemble. Donc, tous les jours apportent son lot de conflits, de choses à régler, et c'est ce qui fait le sel de tout ça. Donc, gérer ces affaires-là, c'est ton job, en fait, en tant que manager et de commandement. Donc, et comment tu fonctionnes? Si une personne vient te voir et t'explique qu'il a un conflit avec un tel,
Est-ce que tu les responsabilises et tu les laisses se débrouiller? Est-ce que tu interviens? Comment tu te Disons que positionnes? si en tant que chef, l'affaire arrive jusqu'à moi, c'est que potentiellement on est arrivé à un point où c'est compliqué de les faire s'entendre entre eux. Donc le rôle du chef, là, c'est de siffler la fin de la récré, de dire, bon, bah voilà, on va faire les choses dans l'ordre. Toi, tu vas m'expliquer ce qui se passe pas bien. Toi, tu vas m'expliquer ce qui se passe pas bien. Et à la fin, on essaye de voir comment on peut arranger les choses. Parfois, ça s'arrange, parfois, ça s'arrange pas. Mais si le problème arrive jusqu'à toi, c'est que manifestement, en amont, toute la chaîne que tu as mis en termes de confiance, et parmi tes officiers qui font le même boulot que toi, mais en N-1, N-2, n'ont pas fait bien leur job. Donc après, il faut revoir tout ça, dire, mais là, on a loupé un message, il y a eu un artefact qui est passé, quelque chose, et on ne l'a pas saisi. Donc ça t'oblige à te remettre déjà toi en cause, en disant, mais si ça arrive jusqu'à moi, c'est qu'il y a eu un problème. Mais c'est ton boulot de régler ces trucs-là. Donc forcément, il y a des choses qui vont arriver jusqu'à toi. Et là, il faut être capable de réagir, et comme je te le dis, avoir la même capacité d'écoute et d'empathie avec ces gens-là qui sont en conflit ouvert. De ne pas prendre parti aussi. Surtout pas prendre parti. C'est-à-dire, chacun va s'exprimer, et en fonction de ça, tu vas te faire une idée de ce qui se passe. Tu vas faire venir tous les éventuelles autres personnes impliquées dans l'affaire. Un rôle de médiateur, en fait. Exactement. Et à la fin, tu vas... c'est comme Saint-Louis assis sous son arbre, ça sera ça. Et là, mais par contre, à partir du moment où tu les as écoutés, je dis pas que tu as fait la moitié du chemin, mais en tous les cas, tu leur as permis de s'exprimer, tu leur as permis de dire ce qui va pas. Très souvent, ne serait-ce que cet échange-là, en présence du chef, qui écoute, et qui n'est pas là en train de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais qui écoute, qui leur permet même de se parler entre eux devant toi, ça aide pas mal les choses. Après, ça résout pas tout. Et est-ce que, comme tu dis, donc cette importance de neutralité, mais parfois, naturellement, tu as peut-être un meilleur feeling avec certaines personnes, il y a des relations qui se créent. Ça, tu dois te l'interdire. Ouais, tu dois juger factuellement les choses. Sinon, tu vas être traité de favoritisme. Ouais. Et ça va vite se savoir, et c'est pas bon. Il faut que quand on rentre dans le bureau du chef, on puisse se dire, je vais être traité de manière équitable. Pas plus, moins bien. Alors après... Il y a toute une palanquée de biais cognitifs. Alors tiens, il est dans la même ville que moi, ou il a fait les mêmes études que moi, ou il aime le même club de foot que moi. Des choses qu'on peut avoir, mais il faut complètement mettre ça de côté. C'est-à-dire sinon, on peut être certain que celui qui va être plutôt du côté défavorisé va sortir du bureau en n'étant pas du tout convaincu. Donc toi, tu te fais toujours cette réflexion en amont, toujours. Cette petite analyse. Je me prépare systématiquement avant. Okay. Il faut toujours se préparer systématiquement, comme avant une réunion, comme avant tout acte de commandement, on se prépare intellectuellement à ce qu'on va faire. Si on ne se prépare pas, et c'est un petit peu peut-être ce qui m'avait fait sur le sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'est que j'avais peut-être la sensation de ne pas m'être préparé suffisamment pour parler, et que j'y suis un peu allé au feeling. Alors le feeling a bien passé, c'est tant mieux, mais voilà, je pense que je ne m'étais pas assez préparé au truc. Ne pas laisser des fois place à l'improvisation, au risque de ne pas avoir suffisamment pesé les pour, les contre. Oui, mais c'est surtout... Voilà, bon, je n'ai pas dit de grosses bêtises, ou j'ai pas... Mais il y a des choses que j'aurais voulu évoquer, et je ne les ai pas évoquées. Et je me suis dit, c'est trop tard maintenant, on ne peut plus revenir en arrière et remettre tout le monde sur la place d'armes et de reparler. C'est pas possible. Donc, est-ce que tu penses que cet événement t'a marqué sur le fait, j'aurais pu dire peut-être les choses autrement, parce que l'affect prenait beaucoup de place au vu du sujet délicat, ou ça aurait pu être une autre situation où tu t'es déjà dit ça? Alors c'est vraiment cette fois-là qui me marque particulièrement, parce que déjà le contexte était particulier. Mais oui, il y a certainement eu d'autres moments où c'était la même chose. Mais comme ma façon de faire, c'est systématiquement d'analyser, de revenir derrière. Alors, le but, c'est pas non plus de tout couper en petits morceaux, et puis à la fin, il faut quand même arriver à synthétiser derrière. Hein. Analyse sans synthèse, ça sert pas à grand-chose. On agit, on y va. Exactement. Hein, c'est la fameuse cercle de Deming, la route Deming. Il faut toujours avoir un truc qui nous empêche de reculer, mais il faut toujours avancer. Donc oui. Donc, dans cette logique-là, j'aurais tendance à dire, oui, j'ai vécu ça à d'autres moments, mais ça m'a toujours fait avancer, en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis plutôt du côté de la fin de ma carrière que du début, mais je suis persuadé que demain, on se reparle demain, j'ai encore appris quelque chose sur moi, sur ma façon de commander, sur ma façon d'appréhender les gens. C'est infini. Mais c'est ça aussi qui est passionnant. C'est le cercle des relations humaines, c'est de comprendre comment fonctionnent les gens et comment arriver par la façon dont on est,
à faire en sorte que la mission qu'on a va réussir au travers des autres, parce que tout seul, on n'est rien. Hein. Quand tu parles que ça t'a apporté, si tu devais un petit peu résumer ce que toutes ces années t'ont apporté, et ça va encore continuer de t'apporter, hein, j'imagine, mais en tant qu'homme, pour faire un point sur toi, comme si tu étais le dernier jour de ta vie, et te dire qu'est-ce que ça m'a apporté. Il y a un truc que ça ne m'a absolument pas apporté, et ça, il faut que tous ceux qui éventuellement imaginent leur chef comme des puits de science, c'est que ça m'a surtout pas apporté la confiance en moi. Enfin, la confiance irraisonnée en moi. Ça m'a apporté une confiance dans ma capacité à transmettre des messages, à écouter les gens, mais par contre, certainement pas dans ma capacité à me dire je claque des doigts, ça va marcher. Cette confiance-là que j'ai vue chez certains et qui parfois a apporté des problèmes plus qu'autre chose, moi non. Après, en tant qu'homme, l'humilité. On n'est pas dans le sentiment d'imposture ou dans le complexe de l'imposteur, mais toujours la sensation, mais ça c'est pour en avoir parlé avec des camarades, on est tous pareils. Quand on rentre dans une réunion et qu'on entend, surtout quand on arrive dans des postes, alors ça jargonne énormément, il y a des acronymes de partout. Et là, on a des grosses suées d'angoisse en disant mais est-ce que je suis le seul à ne pas comprendre ce qui est en train de se dire ? Et en fait, pas du tout. Les trois quarts de la salle, c'est pareil. Mais par contre, on se dit d'accord, ok, cette fois-ci c'était compliqué, mais la fois d'après, je saurais. Et en fait, la fois d'après, je savais. Mais c'est de l'humilité, c'est-à-dire se dire non, mais j'arrive pas dans une réunion, je sais tout, je comprends tout, je suis même en tant que chef. Hein. Est-ce que vous êtes transparent entre vous ? Parce que j'imagine plusieurs chefs entre guillemets, mais vous discutez assez ouvertement, vous êtes humble comme tu le dis. Oui, moi j'ai croisé beaucoup plus d'officiers que terre, air, mer, même cadre de catégorie A civile. Hein. Beaucoup plus de gens qui en fait sont dans l'humilité et la compréhension que de gens qui en fait sont très sûrs d'eux et qui en fait écrasent leur auditoire. Il y en a, hein, mais j'en ai beaucoup. Voilà. Et en fait, on parle beaucoup. Et dès qu'on a un doute, systématiquement, on va voir le camarade dans le bureau d'à côté en disant mais tu ferais comment toi ? Là, je suis un peu sec, j'y arrive pas. Et c'est remise en cause permanente en fait. Ne jamais se dire j'ai une méthode, ça y est, chaque fois que je vais avoir de tels problèmes, je vais le régler de cette façon-là. Donc systématiquement, on réfléchit, on se repose des questions, on doute, beaucoup. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Des gens qui réussissent tout dans la vie, pour moi, c'est assez suspect déjà. Et on peut toujours se demander, quelqu'un qui a toujours réussi, qu'est-ce qui va se passer le jour où il va échouer ? Je préfère, moi, quelqu'un qui s'est bien vautré dans la vie, qui a eu des échecs, mais qui a su se relever et qui a montré qu'il savait se relever. Parce que cette personne-là, je sais que si un jour ça ne va pas, il aura la résilience nécessaire pour avancer. Un mec qui a toujours tout réussi et puis qui donne l'impression d'une certitude absolue, j'ai toujours un peu de mal. Et ça revient un peu sur le mot de confiance, comme tu disais, la confiance en soi, le fait aussi d'être humble face aux possibilités d'échouer. Oui. Ça t'apprend des leçons en fait sur la vie. Tu ne peux pas avoir cet excès de confiance finalement en toi parce que tu peux faire face à des situations problématiques où tu ne t'en sors pas, tu n'arrives pas à trouver des solutions et c'est ok pour le coup. C'est ça. Une réussite en fait c'est rien de plus qu'un échec raté. C'est vrai. On parle souvent de leadership, de charisme. C'est un peu un mot fourre-tout pour le coup. Pour toi, ça signifie quoi ce jargon ? Alors c'est une question que je me pose souvent. Parce que les gens que j'ai commandés, souvent, sont venus me voir en me disant que j'avais effectivement du charisme. Et alors, quand on vous dit que vous avez quelque chose et que vous ne comprenez pas vraiment ce qu'il faut mettre derrière, c'est compliqué. Moi, je pense que le charisme ou le leadership, ça peut s'améliorer, mais on est un petit peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure sur le management. En fait, il faut avoir un minimum de prérequis. Et ça, malheureusement, on l'a ou on l'a pas. Il y a des gens qui vont rentrer dans une pièce sans qu'ils ouvrent la parole. Même si on ne sait pas qui c'est, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose, il y a un magnétisme, et on se dit, cette personne, quand elle va parler, il y a un truc qui va se passer. Et souvent, ça marche. Puis il y en a d'autres, on les voit arriver, et alors là, systématiquement, on se dit, on va souffrir pendant une heure quand il va parler. Et je pense que c'est le charisme, en fait, c'est la capacité d'entraîner les autres à adhérer à ce qu'on dit par une espèce de séduction, qui est une séduction qui va au-delà des mots, au-delà du langage verbal, c'est quasiment, je me demande si on n'est pas au niveau des phéromones quelque part. Et donc, voilà, on ne s'invente pas, on ne se fait pas des pchit de phéromones, de charisme avant de rentrer dans une salle de réunion. Et moi, aujourd'hui, alors c'est là que je me dis que les armées sont une manière d'élévation assez inédite, c'est que
dans quasiment tous les chefs que j'ai vus, il y avait du charisme. Voilà. Il y a une part d'inné, Alors, pour le coup. oui, mais il y en a. Pas, en fait. Voilà, il y en a. L'énergie, c'est chimique. C'est ça. On se dit, mais il y en a, ils sont arrivés là, ils ont trouvé leur brevet dans une pochette surprise. Mais la grande majorité des officiers supérieurs que j'ai rencontrés, des amiraux ou des généraux, sont des gens qui... il irradie quelque chose d'eux. On sent... voilà. Peut-être que c'est le parcours qu'on nous oblige à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu croises un amiral sur le fort, il a été sous-lieutenant. Il a traversé, voire pour certains, même sous-officier, voire matelot. Donc quelque part, ces gens-là ont l'humilité de leur carrière et de leur parcours. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce que tous les gens ont vécu. En fait, souvent on nous dit, mais pourquoi vous ne recrutez pas on ne recrute pas parce que nous, quelqu'un qui est... Enfin, quand je dis recruter, on ne recrute pas un amiral, on ne recrute pas un capitaine de vaisseau. On fait monter quelqu'un et il devient capitaine de vaisseau, mais il a 30 ans de carrière avant. Donc forcément, et on ne recrute pas, comme dans certaines boîtes, on va débaucher le patron de la boîte d'en face, qui parfois est devenu patron tout petit, parce que réception de l'entreprise familiale, et donc il est devenu chef tout de suite. Il n'a pas été dans toute la chaîne de production. C'est là qu'il y a une réelle distinction entre... l'armée, la marine nationale et l'entreprise un peu plus classique, et encore plus avec les startups aujourd'hui, où les personnes restent en moyenne 2-3 ans, ou même dans un tout autre univers. J'ai interviewé 2 anciennes directrices d'établissements de santé, et une directrice toujours actuelle, mais où elles m'expliquaient qu'elles ont rencontré parfois des directeurs d'établissements de santé, mais qui n'avaient jamais été aides-soignants, infirmiers, médecins ou quoi que ce soit, et finalement étaient dans un tout autre univers, mais c'était des bons gestionnaires. Et c'est là où c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il n'y a plus du tout cette notion de monter en grade. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas pour autant que cette personne-là ne peut pas être un bon directeur d'hôpital. Non, bien sûr. C'est-à-dire que si effectivement, lui, dans ses carrières précédentes, était un très bon gestionnaire, et il se dit, en fait, je reste dans ma zone de confiance, on me file ce poste-là, ok, je connais rien du tout au fonctionnement de l'hôpital, mais je suis un bon gestionnaire, donc je vais faire ce que je sais bien faire, oui, il y a un problème. Par contre, si cette personne-là se dit, ok, j'ai été un bon gestionnaire, mais c'est pas ce qu'on me demande là. Ce qu'on me demande, c'est de faire fonctionner un hôpital. Cet hôpital, il fonctionne, ok, il y a une gestion, mais il y a des êtres humains. Ressources humaines, RH, déjà, j'aime pas trop le fait de dire de ressources humaines. Ça donne l'impression que l'humain est une ressource. Alors qu'en fait, l'humain, c'est l'humain. Voilà. C'est pas une ressource. On n'en use pas. C'est justement, et on n'en abuse pas non plus. Mais quelque part, s'il ne s'intéresse pas à ce que font les gens, et son acculturation, il peut la faire en se disant, bah tiens, allez hop, première semaine, je fais un stage dans tel service, puis un autre dans tel service, et montrez-moi ce que vous faites. Que je comprenne. Le jour où je vais avoir à prendre la décision de fermer ce service, au moins je saurai pourquoi je le ferme. Alors que si je le ferme d'en haut parce que je suis un très bon gestionnaire. Donc oui, il n'y a pas cette logique-là d'avoir tout monté, mais après c'est de l'intelligence et du savoir-être. Bien sûr. Nous, on a cette capacité, je pense, à pouvoir faire éclore dans le vivier d'officiers qui commence sous lieutenant, et de faire éclore le général de demain. Parce que le cursus fait que ça se passe comme ça. Plus les échelons passent, plus on voit les gens en capacité d'eux, et à la fin, c'est pas étonnant que nos amiraux, nos généraux soient des gens qui ont un charisme, etc. Parce qu'on l'a vérifié tout au long de leur carrière. Voilà. Et à ton sens, qu'est-ce qu'un bon manager aussi apporte au quotidien à ses managers ? Puisque certaines personnes ne seront jamais managers dans leur vie. Donc ils auront toujours une image de leur N+1. Qu'est-ce que tu as envie que ces personnes-là retiennent de toi ou d'un manager de manière générale ? Alors moi, moi j'aimerais que les gens se souviennent de moi. Si on passe et qu'on est transparent, c'est qu'on a loupé son truc. Mais qu'on se souvienne de toi en bien ou en mal, mais ça veut dire que tu as laissé une trace. Donc si tu as laissé une trace, c'est que c'est bon. C'est que tu as imprimé quelque chose. Alors en bien ou en mal, mais ça c'est pas très grave, parce que chaque personne va voir les choses différemment. Mais ce qu'un bon manager doit apporter à ses équipes, c'est déjà, il faut leur apprendre l'autonomie. Ils doivent être capables de se débrouiller tout seuls, mais sous ta direction. Qu'ils puissent analyser leur propre évolution, et qu'ils en soient grandis, qu'ils soient fiers d'eux-mêmes aussi. Parce que exactement. Moi, je n'ai jamais autant de satisfaction que quand je vois une personne qui est arrivée avec son bagage, pas forcément suffisant pour le poste, et de voir 3-4 mois après cette personne-là avoir fait la formation qu'on lui a donnée, lui a donné confiance, lui avoir dit écoute, c'est en forgeant que tu deviendras un forgeron, donc vas-y fonce,
mais on est derrière toi et si jamais ça se passe pas bien, on assumera. Mais vas-y, teste, essaye, et de voir 3, 4, 5, 6 mois après, cette personne-là est en capacité d'être autonome. Et là, voilà, moi je vois une personne qu'on m'a confiée, à qui on m'a dit fais-le monter en compétences, prépare-le pour la guerre de demain, prépare-le pour les métiers que la marine lui demande, et de voir que à la fin, cette personne l'est vraiment. Et ça, c'est une satisfaction, mais qui rapporte rien en fait. C'est pas avec ça que tu vas toucher une médaille ou que tu vas toucher plus d'argent à la fin du mois. Mais ça, c'est une satisfaction personnelle et qui me guide dans ma... Et puis ça reprend, en fait, c'est drôle parce que la boucle est bouclée parce que ça reprend les toutes premières phrases que tu as dit dans le podcast. Je sais même pas si tu te souviens. Non, c'est mais en fait, tu as tout de suite dit moi je m'épanouis en voyant les autres s'améliorer. Et donc ça en vient un peu à la fin de cet épisode où si tu devais donner un conseil, tu peux en donner 2 ou 3 bien évidemment, mais si tu devais donner un conseil aux managers, aux futurs commandants qui nous écoutent, ce serait lequel ? Connaissez-vous bien, connaissez les gens que vous avez à commander, soyez empathique avec eux et donnez-leur confiance en vous. C'est eux qui doivent avoir confiance en vous. Vous aurez confiance en eux si ça marche bien. Donc voilà. Merci Olivier en tout cas pour cet épisode très riche. Merci Marlène. Merci. Merci à toi de nous avoir écoutés. J'espère que le parcours d'Olivier t'a parlé et que ses conseils t'aideront dans ton quotidien. Et si tu as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une étoile et me partager ton avis en commentaire. Je t'en serai grandement reconnaissante. On se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.